travaille depuis 5 ans sur Phoenix Health, qui est une start-up qui vise à justement essayer de diagnostiquer et traiter la dépression des patients qui souffrent de sédentarité digitale. Ce dispositif médical prend la forme d'une application qui va s'intégrer sur tous les écrans du patient et qui va justement analyser son contenu pour essayer de comprendre les comportements sédentaires du patient, mais également filtrer les contenus digitoxiques qui vont avoir un impact sur sa santé mentale, et enfin qui va lui proposer des défis qui sont personnalisés et dans la vraie vie pour diminuer ses symptômes dépressifs. Bon, la première étape, ça va être déjà, je pense, pour tout entrepreneur ou chercheur, de trouver un sujet qui l'intéresse. Et ensuite, de ne pas s'enfermer dans ses propres croyances. Donc, dans mon contexte, d'échanger avec des addictologues, des psychologues, des patients, des associations, et vraiment comprendre un sujet dans sa totalité. On ne peut pas tout faire, donc on va tirer une ficelle pour laquelle on sent que notre corps de compétences peut servir ce sujet-là. Et ensuite, pendant, on va dire, au moins 3-4 ans, au moins travailler à fond sur la technologie, puisque derrière, si on veut créer une entreprise, il y a une technologie solide, donc des brevets, des études techniques préliminaires. Et donc, au cours des dernières années, on a lancé une étude pilote avec le rectorat de Grenoble et une étude clinique avec le CHU de Grenoble. Et ça nous a permis à la fois d'évaluer la pertinence de notre techno pour capter ces biomarqueurs digitaux, et aussi avec l'étude clinique avec le CHU, d'évaluer les performances cliniques à l'échelle de la région et dans toute la France. Et le but, ça sera d'évaluer les performances chez des patients dépressifs de 10 à 25 ans. Il faut savoir que là, sur l'usage problématique des écrans, on peut avoir une approche médicale, on peut avoir une approche psychologique, on peut avoir une approche économique avec certains laboratoires de marketing, par exemple. Donc, ce qui est riche à Grenoble, c'est que lorsqu'on veut travailler sur une problématique, on trouve souvent 2 ou 3 labos qui vont pouvoir travailler sur le même sujet, mais apporter justement des approches complémentaires. Et après, bon, je pense qu'il ne faut jamais non plus s'enfermer dans un écosystème. Donc, c'est aussi un tremplin après pour aller chercher justement les autres universités, les autres accompagnateurs à Paris, à Lyon, dans les grosses villes aussi françaises, parce que c'est important après aussi de diffuser la technologie et qu'elle ne reste pas à l'échelle de la région. Donc, on a tout ce qu'il faut en tout cas pour démarrer le projet. Et après, de toute façon, il n'y a aucun écosystème qui est autosuffisant. Donc à un moment donné, on est quand même amené à sortir de l'écosystème. En fait, l'IA ne va jamais être le levier de financement principal. Pour moi, ça va être souvent, de ce que j'observe, la problématique que l'on adresse. Et l'IA, en tout cas dans mon domaine, ça va être un outil pour remplir une fonction spécifique. Donc bien sûr, on ne pourrait pas développer nos technologies sans l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, l'IA, on peut en faire en 2 secondes. On se connecte à l'API de OpenAI et on a une IA que même les labos, il y a 20 ans, n'auraient jamais pu produire en fait. Donc aujourd'hui, le problème, c'est pas est-ce qu'on fait de l'IA, c'est plutôt quel besoin est-ce qu'elle vient servir. Voilà. Donc la recherche publique nous a aidé par le passé et va nous aider dans le futur parce qu'elle a 2 caractéristiques principales, c'est que souvent les chercheurs de la recherche publique ne sont pas payés à la performance, donc ça veut dire que derrière ils vont pas travailler sur un projet parce que ça va leur apporter de l'argent directement, c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt social ou médical. Donc pour nous c'est intéressant de ce point de vue-là, et aussi on veut que nos résultats soient issus d'une recherche indépendante et ça permettra justement d'éviter tous les conflits d'intérêts vis-à-vis des performances qu'on pourra avoir. Et aussi dernièrement on a des excellentes universités françaises et on a énormément de compétences. Donc pour nous c'est aussi un symbole aussi de fierté de travailler aussi avec ces laboratoires-là qui ont beaucoup de compétences en interne. La place de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé mentale, pour moi, il va vraiment ne pas remplacer le médecin, il va vraiment étendre son action parce que on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils qui vont être au chevet du patient, si je puis dire, c'est-à-dire l'accompagner dans son quotidien. Et pour moi, ça sera important dans la prochaine décennie, donc dans les prochaines décennies,
justement d'essayer de favoriser justement cette relation entre les praticiens hospitaliers et les entreprises technologiques, parce qu'on ne peut pas évoluer l'un sans l'autre. Les startups doivent comprendre comment fonctionne un accompagnement d'un patient, mais aussi le milieu médical doit aussi s'ouvrir aux innovations technologiques et comment est-ce qu'elles peuvent s'intégrer et justement améliorer l'accompagnement de ces patients-là. Alors moi j'y crois beaucoup justement à l'intégration de l'intelligence artificielle en santé mentale, parce que je pense que ça répond à un besoin d'accompagner le patient en dehors des séances de suivi, et également ça permet dans certains cas de s'affranchir de la prise de médicaments, et donc ça permet aussi de s'affranchir de certains symptômes de sevrage ou effets secondaires.